Brice Mussard est revenu dans sa maison avec une détermination presque glaciale, comme si franchir le seuil de cette villa marquait pour lui la nécessité de reprendre le contrôle d'un territoire momentanément menacé. L'atmosphère y est lourde, saturée d'un silence artificiel qui contraste avec l'agitation invisible de ses pensées. Il s'avance lentement vers le salon, s'agenouille sans hésiter et fixe longuement le parquet, là où une tache sombre a déjà commencé à s'imprégner dans le bois. Au lieu de céder à la précipitation, il agit avec une minutie troublante, choisissant soigneusement ses produits, changeant de chiffon à plusieurs reprises, insistant sur chaque fibre du parquet comme si la disparition totale de cette trace conditionnait sa propre sérénité. Son visage ne trahit ni panique ni colère, seulement une concentration méthodique qui laisse supposer qu'il ne s'agit pas d'un geste improvisé, mais d'une étape nécessaire dans un plan plus vaste. Chaque mouvement est précis, presque chirurgical, et lorsqu'il constate que l'ombre rougeâtre persiste malgré ses efforts, il recommence avec une patience froide, refusant que subsiste la moindre imperfection. À la faculté, Raphaël tente de maintenir une façade de normalité alors même que son esprit est en ébullition. Depuis qu'elle a compris que certains fichiers liés à Alicia sont verrouillés et protégés, elle ressent une urgence qui ne la quitte plus, une conviction intime que la vérité se trouve dissimulée derrière ces barrières numériques. Elle croise Brice dans les couloirs, échange quelques paroles anodines, observe son calme apparent, et cette sérénité affichée ne fait qu'accentuer son trouble. Lorsqu'elle aperçoit son manteau posé dans la salle des professeurs, l'occasion se présente avec une brutalité presque irréelle. Elle ne se considère pas comme une femme impulsive, pourtant l'idée de prendre les clés s'impose à elle avec une évidence dérangeante. Tout en engageant une discussion banale pour détourner l'attention, elle glisse la main dans la poche intérieure, sent le trousseau froid contre ses doigts et le retire avec une discrétion qu'elle ne se connaissait pas. Ce geste, apparemment simple, marque pourtant un point de non-retour, car elle sait qu'à partir de cet instant, elle n'est plus seulement observatrice de l'enquête, mais actrice d'une intrusion risquée. Sur la route menant à la villa de Brice, elle tente de rationaliser son acte, se répétant que l'inaction serait plus coupable encore que cette transgression. Les avertissements de Martin résonnent dans sa mémoire, notamment lorsqu'il lui a rappelé que Brice est un homme dangereux, capable de manipuler et d'anticiper les mouvements de ceux qui l'entourent. Pourtant, malgré cette conscience du danger, elle poursuit son trajet, animée par une certitude plus forte que la peur. Arrivée devant la maison, elle prend le temps d'observer les alentours afin de s'assurer qu'aucun regard indiscret ne pourrait compromettre son entreprise. Elle enfile des gants pour éviter de laisser la moindre empreinte et introduit la clé dans la serrure avec une précision mécanique. Le déclic du verrou lui semble disproportionné dans le silence ambiant, mais la porte s'ouvre sans résistance, comme si la maison elle-même ne s'opposait pas à son intrusion. À l'intérieur, une odeur persistante de produits ménagers confirme que Brice a récemment nettoyé les lieux avec insistance. Son regard se pose brièvement sur le sol du salon, désormais presque immaculé, et elle imagine la scène qui a précédé son arrivée, ce nettoyage acharné qui n'a rien d'innocent. Elle se dirige rapidement vers le bureau, consciente que chaque minute passée ici augmente le risque. L'ordinateur est là, parfaitement rangé, comme si rien d'anormal ne pouvait s'y cacher. Elle l'allume, insère la clé USB et commence à explorer les dossiers. Plusieurs fichiers apparaissent, protégés par des systèmes de verrouillage qui confirment ses soupçons. Elle sélectionne tout ce qu'elle peut copier, sachant qu'elle ne dispose que d'un temps limité, et observe la progression du transfert avec une tension croissante. Son esprit oscille entre lucidité et inquiétude, car elle sait que si Brice découvre la moindre anomalie, il comprendra immédiatement qu'il est surveillé. Une fois les données enregistrées, elle s'applique à remettre chaque objet à sa place exacte, veillant à ce qu'aucun détail ne trahisse son passage. Elle referme l'ordinateur, quitte la maison et verrouille soigneusement la porte derrière elle, persuadée d'avoir agi avec suffisamment de prudence pour éviter tout soupçon. Cependant, le retour s'avère plus périlleux qu'elle ne l'avait anticipé. Un camion de déménagement bloque soudainement la circulation, transformant la route en impasse temporaire et menaçant de faire échouer son plan. L'angoisse monte lorsqu'elle réalise que le cours de Brice touche bientôt à sa fin et que l'absence des clés pourrait être remarquée. Refusant de se laisser paralyser, elle abandonne sa voiture sur le bas-côté et poursuit à pied, pressée par le temps et par la peur de commettre une erreur irréparable. De retour à la faculté, elle retrouve le manteau de Brice à l'endroit exact où elle l'a laissé. Profitant d'un moment d'inattention, elle replace discrètement le trousseau dans la poche intérieure, achevant ainsi une opération qui aurait pu la compromettre gravement. Elle s'éloigne ensuite avec un calme maîtrisé, même si son corps conserve les traces d'une tension intense. Plus tard, elle choisit de ne pas dissimuler la vérité à Martin et lui relate l'intégralité de son initiative, consciente que son silence serait perçu comme une trahison.
Martin écoute sans l'interrompre, mais son regard se durcit au fil du récit, car il mesure pleinement les conséquences potentielles d'une telle imprudence. Il lui rappelle qu'il ne peut pas mener l'enquête efficacement tout en redoutant pour sa sécurité, soulignant ainsi que son geste, bien que motivé par la recherche de vérité, complique leur position. Malgré son désaccord, il prend la clé USB et tente d'ouvrir les fichiers copiés, mais constate qu'ils sont protégés par un système de cryptage avancé. Face à cet obstacle, il décide de solliciter l'aide de Roxane, dont les compétences en décryptage sont reconnues. Pendant que cette tension professionnelle s'intensifie, Lizzie traverse une période d'incertitude plus intime. Elle attend un message de Warren depuis plusieurs jours et ce silence nourrit en elle un doute grandissant quant à l'intérêt réel du jeune homme. Son entourage remarque son humeur changeante, notamment Jack et Audrey, qui s'inquiètent de la voir se replier sur elle-même. Encouragée par Erika à ne pas laisser la peur dicter ses actes, Lizzie finit par laisser un message vocal à Warren, dans lequel elle tente de masquer sa nervosité sous une apparente légèreté. De son côté, Warren hésite également, craignant de paraître trop insistant, mais finit par proposer un rendez-vous. Lorsque Lizzie découvre son message, un soulagement sincère illumine son visage, dissipant momentanément ses doutes. Au commissariat, Roxane se concentre sur les fichiers cryptés avec la rigueur qui la caractérise. Elle analyse les protections, contourne les sécurités et, après un travail minutieux, parvient finalement à déverrouiller les dossiers. L'accès à ces données marque un tournant décisif, car ce qui s'y trouve pourrait transformer les soupçons en preuves tangibles et rapprocher l'enquête d'une révélation majeure. Lorsque Roxane annonce qu'elle a réussi à contourner les protections, l'atmosphère du commissariat change imperceptiblement, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Martin s'approche de l'écran avec une concentration accrue, conscient que ce qui va apparaître sous ses yeux pourrait faire basculer l'enquête dans une direction irréversible. Raphaël, quant à elle, demeure légèrement en retrait, mais son regard ne quitte pas les lignes de code qui défilent, mesurant intérieurement le poids de sa décision et les conséquences possibles de son intrusion. Les premiers dossiers s'ouvrent lentement, révélant une organisation méticuleuse, presque obsessionnelle. Rien n'est laissé au hasard. Chaque document semble classé avec soin, comme si Brice avait anticipé la possibilité qu'un jour quelqu'un tenterait d'y accéder. Parmi les fichiers apparaissent des correspondances, des extraits vidéo, des notes personnelles qui évoquent Alicia d'une manière ambiguë, à mi-chemin entre la compassion affichée et une volonté de contrôle plus inquiétante. Martin observe en silence, son visage se fermant à mesure que certains éléments confirment ses intuitions. Il ne s'agit pas encore d'une preuve formelle, mais l'ensemble dessine un portrait troublant. Des heures passées à analyser les moindres déplacements d'Alicia, des captures d'écran conservées sans justification apparente, des fragments de conversation soigneusement archivés. Cette accumulation de détails suggère une surveillance qui dépasse largement le cadre d'une simple relation professionnelle. Martin comprend que derrière la façade lisse de Brice se cache une personnalité capable d'anticipation et de manipulation. Raphaël ressent un mélange contradictoire de satisfaction et d'appréhension. La satisfaction d'avoir obtenu un accès décisif à ces éléments, mais aussi l'appréhension d'avoir réveillé un adversaire dont elle ne mesure pas encore toutes les ressources. Elle repense à la maison silencieuse, au parquet nettoyé avec une précision excessive, et comprend que ce perfectionnisme n'est pas anodin. Brice ne laisse rien au hasard, et cette caractéristique pourrait devenir dangereuse si jamais il soupçonne qu'on l'a infiltrée. Martin finit par se tourner vers elle, son expression moins colérique que plus tôt, mais toujours marquée par une inquiétude persistante. Il lui explique que ces éléments doivent être exploités avec prudence, qu'une erreur pourrait compromettre toute la procédure. Il insiste sur la nécessité de rester en retrait pour l'instant, de ne rien laisser transparaître devant Brice. Raphaël acquiesce, consciente qu'elle a déjà pris une initiative risquée et qu'il serait imprudent d'en ajouter une autre. Pendant que l'équipe examine les fichiers, Brice poursuit sa journée avec une apparente sérénité. À la faculté, il dispense son cours comme à l'habitude, maîtrise son discours, ponctue ses phrases d'un humour mesuré qui rassure ses étudiants. Rien dans son attitude ne trahit la moindre inquiétude. Pourtant, un détail infime le perturbe lorsqu'il glisse la main dans la poche de son manteau en fin de journée. Les clés sont là, exactement à leur place, mais il lui semble qu'elles ne sont pas positionnées comme il les avait laissées. L'impression est fugace, presque irrationnelle, mais elle s'imprime dans son esprit. Il ne montre rien, mais son regard se durcit imperceptiblement. Brice est un homme qui observe, qui analyse, et ce léger décalage suffit à éveiller une alerte silencieuse. Il décide de ne pas réagir immédiatement, préférant attendre, surveiller, accumuler des indices avant de conclure à une intrusion. De son côté, Lizzie se laisse porter par l'euphorie naissante de l'échange avec Warren.
Après plusieurs jours d'incertitude, la perspective d'un déjeuner partagé lui redonne confiance. Elle se surprend à sourire sans raison apparente, à relire le message vocal qu'il lui a laissé comme si chaque mot avait une importance particulière. Audrey remarque ce changement d'humeur et comprend que le silence qui pesait sur sa fille vient de se dissiper. Jack, fidèle à son rôle de grand frère attentif, observe Lizzie avec une certaine tendresse. Il sait combien ses premières hésitations peuvent être déstabilisantes et combien le moindre message peut prendre des proportions démesurées à cet âge. Il se contente de lui rappeler qu'elle mérite quelqu'un qui assume clairement ses intentions, sans pour autant la brusquer. Lizzie acquiesce, déterminée à aborder ce rendez-vous avec une confiance nouvelle, même si au fond d'elle subsiste une crainte d'être déçue. Au Spoon, Sébastien et Marianne se retrouvent dans une ambiance plus apaisée que les jours précédents. La tension qui s'était installée autour de la question de la vie commune semble s'atténuer, mais elle n'a pas totalement disparu. Marianne a vécu l'absence de réponse comme un doute sur la solidité de leur relation, et même si elle ne l'exprime pas frontalement, ce silence l'a blessée. Sébastien, quant à lui, a besoin de temps pour envisager un changement qui bouleverserait ses habitudes. Après plusieurs détours dans la conversation, il finit par admettre qu'il craint les conflits du quotidien, ces frictions invisibles qui peuvent user un couple plus sûrement que les grandes crises. Il reconnaît toutefois qu'il souhaite avancer avec elle et qu'il est prêt à faire des compromis pour éviter que leurs différences ne deviennent des obstacles permanents. Cette confession, même mesurée, rassure Marianne, qui comprend que son hésitation n'était pas un refus mais une peur. Au commissariat, l'analyse des fichiers de Brice progresse. Certains éléments révèlent des incohérences dans ses déclarations précédentes, notamment concernant ses échanges avec Alicia. Martin note soigneusement chaque détail, conscient que la moindre contradiction pourrait devenir déterminante lors d'un interrogatoire. Il sait cependant que confronter Brice trop tôt serait une erreur stratégique. Il faut accumuler suffisamment d'éléments pour éviter qu'il ne retourne la situation à son avantage. Raphaël quitte le commissariat avec un sentiment ambivalent. Elle a contribué à faire avancer l'enquête, mais elle mesure désormais l'ampleur du jeu dans lequel elle s'est engagée. En rentrant chez elle, elle repense aux mots de Martin, à son regard inquiet, et comprend que son geste n'a pas seulement des implications juridiques, mais aussi personnelles. La frontière entre sa vie professionnelle et ses sentiments devient de plus en plus floue. Brice, de son côté, s'attarde le soir dans son bureau, comme s'il ressentait intuitivement qu'un équilibre fragile est en train de se fissurer. Il allume son ordinateur, vérifie certains dossiers, observe les journaux d'activité avec une attention particulière. Rien ne semble anormal à première vue, mais il note un léger décalage horaire dans l'accès à un fichier. Ce détail pourrait passer inaperçu pour n'importe qui d'autre, mais pour lui, il constitue un signal. Il referme l'ordinateur sans laisser transparaître la moindre émotion. Si quelqu'un a tenté d'entrer dans son univers, il ne le confrontera pas frontalement. Il préférera comprendre qui, comment et pourquoi, avant de décider de la riposte. La nuit tombe sur Seth avec une tranquillité trompeuse. Chacun des protagonistes croit avoir gagné un peu de terrain, qu'il s'agisse d'une preuve potentielle, d'un rendez-vous amoureux ou d'un compromis sentimental. Pourtant, derrière cette apparente accalmie, les lignes commencent à se tendre dangereusement. Brice soupçonne sans preuve, Martin avance sans certitude absolue, et Raphaël ignore encore que son audace pourrait bientôt provoquer une réaction inattendue. La nuit n'a pas suffi à dissiper la tension qui s'est installée insidieusement autour de l'affaire Brice-Mussard. Au petit matin, Martin est déjà au commissariat, relisant les éléments extraits des dossiers déverrouillés par Roxane. Il cherche une faille exploitable, un détail suffisamment solide pour justifier une avancée officielle dans l'enquête. Pourtant, plus il analyse les documents, plus il mesure l'intelligence stratégique de son adversaire. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est ouvertement incriminant. Brice semble avoir toujours prévu une porte de sortie. Les fichiers révèlent cependant une constante troublante, une attention disproportionnée portée à Alicia. Des notes internes, des captures de messages, des vidéos enregistrées à distance qui témoignent d'une surveillance soutenue. Il ne s'agit pas d'un simple suivi académique ou professionnel. C'est une obsession déguisée en protection. Martin comprend que ce type de comportement peut être le signe d'un contrôle progressif, presque insidieux, capable d'évoluer vers quelque chose de plus dangereux. Roxane, méthodique, continue d'explorer les données. Elle remarque certains fichiers supprimés récemment, dont la suppression semble avoir été volontairement soignée. Cette précaution confirme que Brice a conscience des risques numériques et qu'il ne laisse aucune trace évidente. Toutefois, même les suppressions les plus minutieuses laissent des résidus, et Roxane entreprend de reconstituer partiellement ces fragments effacés. Pendant ce temps, Raphaël tente de reprendre le cours normal de sa journée,
mais son esprit reste accroché à la moindre hypothèse. Elle croise Brice dans les couloirs de la faculté, échange avec lui un regard mesuré. Il paraît calme, presque affable, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Cette maîtrise apparente la déstabilise davantage que s'il avait montré des signes de nervosité. Elle se demande s'il a remarqué quelque chose, si son intuition a été suffisamment fine pour détecter l'intrusion. Brice, de son côté, observe subtilement les réactions autour de lui. Il ne pose aucune question directe, ne formule aucun reproche. Son arme principale reste l'analyse silencieuse. Il repense à la sensation étrange éprouvée en retrouvant ses clés, à ce léger décalage dans la disposition des objets chez lui. Rien de concret, mais assez pour nourrir une vigilance accrue. Il décide d'introduire un élément test, un dossier apparemment anodin, placé en évidence sur son bureau, dont il vérifiera ultérieurement les accès. Une manière discrète de confirmer ou d'infirmer ses soupçons. Au commissariat, Martin partage avec Karim certaines observations issues des fichiers. Tous deux conviennent que l'approche doit rester prudente. Sans preuve matérielle irréfutable, toute confrontation risquerait de renforcer la position de Brice plutôt que de l'affaiblir. Martin ressent cependant une pression croissante, car l'enquête avance lentement et l'impression qu'un danger imminent plane ne le quitte pas. Raphaël, consciente d'avoir pris une initiative risquée, tente de convaincre Martin que son geste était nécessaire. Elle insiste sur le fait que sans cette intrusion, il n'aurait jamais obtenu ces éléments. Martin reconnaît l'utilité des informations récupérées, mais lui rappelle que la ligne entre audace et imprudence est fragile. Son inquiétude dépasse le cadre professionnel, il craint que Brice, s'il découvre la moindre anomalie, ne cherche à identifier la source de l'intrusion. Dans un registre plus intime, Lizzie prépare mentalement son rendez-vous avec Warren. Elle oscille entre excitation et appréhension, imaginant 1000 scénarios possibles. Audrey, attentive, l'observe sans intervenir directement, préférant laisser sa fille gérer cette étape avec autonomie. Jack, plus pragmatique, lui rappelle que l'essentiel est de rester elle-même, sans chercher à correspondre à une image idéalisée. Warren, de son côté, ressent une pression comparable. Son oncle Marco le taquine encore, soulignant son air rêveur et sa nervosité évidente. Derrière l'humour, Marco perçoit que ce rendez-vous représente plus qu'un simple déjeuner. Il symbolise une première affirmation sentimentale pour son neveu, qui souhaite éviter toute maladresse. Au Spoon, Marianne et Sébastien poursuivent leurs réflexions sur la vie commune. Sébastien admet qu'il redoute les changements structurels dans son quotidien, lui qui a toujours vécu dans un cadre rigide et organisé. Marianne comprend que cette réticence ne traduit pas un manque d'amour, mais une peur de perdre un équilibre soigneusement construit. Leur conversation se veut plus posée que les jours précédents, chacun cherchant à exprimer ses attentes sans imposer son point de vue. Au commissariat, Roxane finit par extraire un fragment d'un fichier supprimé. Le contenu, partiellement reconstitué, suggère une altercation entre Brice et Alicia, évoquant un différend qui n'a jamais été mentionné lors des auditions. Martin lit attentivement ces lignes incomplètes, conscient qu'elles pourraient constituer un tournant. Si ce conflit est avéré, il pourrait expliquer certaines incohérences dans le comportement de Brice. Cependant, l'absence de version complète rend toute conclusion prématurée. Martin décide de temporiser, préférant accumuler davantage d'éléments avant de convoquer officiellement Brice. Cette stratégie vise à éviter qu'il ne prépare trop efficacement sa défense. Dans la soirée, Brice consulte à nouveau les journaux d'activité de son ordinateur. Il remarque qu'un fichier a été ouvert à un horaire correspondant à la période où il se trouvait en cours. L'information est subtile, mais suffisante pour confirmer qu'une intrusion a eu lieu. Son visage reste impassible, mais son regard se durcit légèrement. Il comprend désormais qu'il n'est plus seul à jouer. Plutôt que de réagir frontalement, il choisit d'attendre. Il veut savoir qui, parmi son entourage, a osé franchir cette frontière. Son esprit méthodique élabore déjà des hypothèses, envisage des scénarios, prépare des réponses adaptées à chaque éventualité. À la tombée de la nuit, Raphaël ressent une inquiétude diffuse sans pouvoir l'expliquer. Elle ignore que Brice a désormais la confirmation de l'intrusion. Martin, lui, continue de travailler tard, convaincu que la clé de cette affaire réside dans un détail encore invisible. La ville semble paisible, mais cette tranquillité masque une confrontation silencieuse qui s'intensifie. D'un côté, une enquête qui progresse lentement vers la vérité. De l'autre, un homme qui comprend qu'il est observé et qui n'a pas l'intention de se laisser piéger sans réagir. Au lever du jour, Seth semble baigné d'une lumière tranquille qui contraste violemment avec les tensions souterraines qui s'accumulent. Martin arrive au commissariat avec l'impression persistante que quelque chose s'est déplacé durant la nuit, sans encore savoir dans quel sens. Il repense aux fragments récupérés par Roxane, à cette altercation partiellement reconstituée entre Brice et Alicia,
et surtout à cette certitude désormais installée, Brice sait peut-être qu'on s'est introduit dans son univers numérique. Roxane, déjà concentrée devant son écran, affine ses analyses. Elle a remarqué une modification subtile dans les paramètres de sécurité de l'ordinateur de Brice, comme si quelqu'un avait renforcé certaines protections après l'intrusion. Cette observation confirme indirectement que l'accès non autorisé a été détecté. Martin ne dit rien immédiatement, mais cette information modifie sa lecture de la situation. Ils ne sont plus en position d'observation discrète, ils sont entrés dans un jeu d'anticipation mutuelle. Raphaël, de son côté, tente de se comporter comme à l'accoutumée à la faculté. Pourtant, elle ressent une tension nouvelle lorsqu'elle croise Brice dans le hall. Il la salue avec la même courtoisie maîtrisée que d'habitude, mais son regard semble s'attarder une fraction de seconde de trop, comme s'il cherchait à déceler une faille dans son assurance. Ce simple échange suffit à troubler Raphaël, qui perçoit dans cette retenue un avertissement implicite. Brice a passé une partie de la nuit à examiner méthodiquement les journaux d'activité de son ordinateur. La confirmation de l'ouverture d'un fichier à un horaire incompatible avec sa présence a agi comme une alerte silencieuse. Il n'a pas cédé à la colère, préférant analyser froidement la situation. Plutôt que d'effacer davantage de traces ou de supprimer des données compromettantes, il a choisi d'insérer volontairement un nouveau dossier, faussement sensible, destiné à tester la curiosité de l'intrus. Ce piège discret lui permettra d'identifier si quelqu'un continue de surveiller ses activités. Au commissariat, Martin partage avec Karim et Roxane son intuition selon laquelle Brice pourrait désormais être sur ses gardes. Il insiste sur la nécessité de suspendre toute action numérique directe afin d'éviter de confirmer leurs soupçons. L'enquête doit désormais s'appuyer davantage sur des éléments humains, témoignages, contradictions, incohérences comportementales. Cette réorientation stratégique marque un tournant, car elle expose davantage les enquêteurs à la manipulation psychologique de Brice. Pendant ce temps, Lizzie compte les jours avant son déjeuner avec Warren. Elle a décidé de transformer son anxiété en préparation minutieuse, réfléchissant à sa tenue, au sujet de conversation, à l'attitude qu'elle souhaite adopter. Audrey observe cette agitation avec un mélange d'amusement et de tendresse, consciente que ses premiers émois façonnent la confiance de sa fille. Jack, plus pragmatique, lui rappelle qu'aucune stratégie ne remplacera la sincérité, mais Lizzie ressent le besoin de maîtriser au moins une partie de l'inconnu. Warren, de son côté, tente de dissimuler sa nervosité derrière une apparente décontraction. Marco, toujours prompt à commenter les états d'âme de son neveu, souligne que cette hésitation permanente pourrait lui coûter l'occasion d'être heureux. Derrière l'humour, Warren comprend qu'il doit cesser de redouter le jugement et accepter la vulnérabilité inhérente à toute relation naissante. Au Spoon, Marianne et Sébastien abordent plus concrètement la question de leur installation commune. Sébastien a passé la nuit à envisager les implications pratiques d'un tel changement, mesurant l'impact sur son rythme de travail et sur son besoin d'indépendance. Il finit par admettre que sa réticence initiale était alimentée par la peur d'un déséquilibre plutôt que par un doute sur ses sentiments. Marianne accueille cette confession avec soulagement, mais elle demeure lucide, vivre ensemble impliquera des ajustements réciproques. À la faculté, Brice observe attentivement les réactions de son entourage. Il engage avec Raphaël une conversation sur un sujet académique banal, mais glisse subtilement une remarque sur la sécurité numérique et la facilité avec laquelle certaines personnes sous-estiment les systèmes de protection. La phrase est prononcée sur un ton neutre, presque pédagogique, mais elle agit sur Raphaël comme une onde de choc. Elle comprend qu'il teste les réactions, qu'il cherche un signe de trouble. Raphaël parvient à maintenir une expression maîtrisée, mais intérieurement, l'inquiétude grandit. Elle réalise que son initiative a déclenché un mécanisme qu'elle ne contrôle plus. De retour chez elle, elle appelle Martin pour lui rapporter cette conversation ambiguë. Martin écoute attentivement et confirme son analyse. Brice n'a pas de preuves formelles, mais il soupçonne une intrusion. Au commissariat, Roxane découvre que le dossier récemment créé par Brice contient des informations volontairement contradictoires, comme si son auteur avait cherché à évaluer si quelqu'un tenterait de les exploiter. Cette découverte renforce l'idée que Brice joue désormais une partie d'échecs où chaque mouvement est calculé pour provoquer une réaction adverse. Martin comprend que l'enquête a atteint un point critique. S'il continue à avancer frontalement, Brice adaptera sa stratégie en conséquence. S'il se retire, il risque de perdre l'initiative. Il décide donc d'opter pour une approche plus subtile, multiplier les interrogations indirectes, confronter Brice à des détails secondaires afin de mesurer ses réactions. Le soir venu, Brice quitte la faculté avec une sérénité apparente, mais son esprit reste en alerte. Il sait que quelqu'un a franchi la barrière de son intimité numérique,
et cette certitude modifie sa perception de chaque interaction. Plutôt que de chercher immédiatement à identifier le coupable, il choisit de laisser planer le doute, convaincu que l'inquiétude fera commettre une erreur à son adversaire. Raphaël, quant à elle, ressent pour la première fois le poids réel de son audace. Elle comprend que le danger n'est pas seulement juridique, mais psychologique. Brice est un homme qui observe, qui attend, et qui sait exploiter la moindre faille émotionnelle. Martin tente de la rassurer, mais il ne peut ignorer que la situation s'est complexifiée. Dans les rues calmes de Sète, la vie quotidienne continue, les cafés ferment, les lumières s'éteignent progressivement. Pourtant, derrière cette normalité apparente, une confrontation silencieuse s'intensifie. Brice a compris qu'il n'est plus à l'abri des regards, et Martin sait désormais que son adversaire ne se contentera pas d'attendre passivement. Le lendemain, l'équilibre fragile instauré entre prudence et confrontation commence à se fissurer davantage. Martin convoque une réunion restreinte avec Roxane et Karim afin de faire le point sur l'évolution stratégique de l'enquête. Il ne s'agit plus seulement d'accumuler des éléments techniques, mais de comprendre le fonctionnement psychologique de Brice, car l'homme semble désormais conscient d'être observé. Cette prise de conscience transforme la dynamique, chaque geste, chaque parole peut devenir une manœuvre calculée. Roxane expose les dernières analyses effectuées sur les fichiers. Le dossier piégé créé par Brice ne contient rien de réellement compromettant, mais il a été modifié à plusieurs reprises à des heures précises, comme si son auteur attendait qu'un tiers y accède. Cette mise en scène numérique confirme que Brice cherche à provoquer une réaction. Il ne se contente pas de se défendre, il attaque indirectement en instaurant un climat d'incertitude. Martin comprend qu'il doit désormais jouer sur le terrain humain. Il envisage de réentendre Alicia afin de préciser certains points de sa relation avec Brice, notamment ce différend partiellement reconstitué par Roxane. Toutefois, il sait qu'Alicia pourrait être influencée, voire intimidée, si Brice soupçonne une avancée. La protection des témoins devient donc une priorité. À la faculté, Raphaël ressent une pression croissante. Elle s'efforce de maintenir une distance professionnelle avec Brice, mais chaque interaction lui paraît désormais chargée de sous-entendus. Lors d'une réunion académique, Brice adopte un ton mesuré et presque paternaliste en évoquant l'importance de la confiance entre collègues. Cette remarque générale, prononcée devant plusieurs enseignants, semble anodine pour les autres, mais Raphaël y perçoit une allusion implicite. Elle comprend que Brice ne la confrontera pas frontalement, il préfère distiller le doute, installer un inconfort progressif. Plus tard dans la journée, Brice s'isole dans son bureau et consulte discrètement les caméras de surveillance extérieure de sa villa. Il analyse les horaires, compare les flux de circulation, tente de repérer un véhicule suspect correspondant au créneau de l'intrusion. Son raisonnement reste méthodique, si quelqu'un est entré chez lui, cette personne a nécessairement laissé une trace périphérique. Son esprit cartésien transforme chaque détail en indice potentiel. Au commissariat, Martin reçoit un appel qui renforce ses préoccupations. Un voisin de Brice mentionne avoir aperçu une voiture stationnée brièvement le jour précédent, sans y prêter attention sur le moment. L'information est floue, mais elle confirme qu'une présence extérieure a été remarquée. Martin hésite à partager immédiatement cette donnée avec Raphaël, craignant d'alourdir encore son anxiété. Dans un registre plus intime, Lizzie et Warren se retrouvent enfin pour leur déjeuner. L'atmosphère est empreinte d'une timidité palpable, chacun cherchant à équilibrer spontanéité et retenue. Les premiers échanges restent prudents, mais progressivement la conversation s'anime, révélant des points communs et une complicité naissante. Lizzie se surprend à oublier ses appréhensions initiales, tandis que Warren réalise que sa peur d'être trop insistant l'a peut-être empêché d'assumer plus tôt son intérêt. Ce moment, bien que simple, agit comme un contraste avec les tensions plus sombres qui se développent ailleurs. Audrey observe sa fille revenir avec un sourire sincère et comprend que ce déjeuner a dissipé une partie des doutes qui l'avaient envahi. Jack, de son côté, se montre discret, respectant l'intimité de cette étape importante. Au Spoon, Marianne et Sébastien avancent concrètement dans leur projet de vie commune. Ils discutent des aspects pratiques, répartissent les responsabilités et envisagent les compromis nécessaires. Sébastien admet que cette cohabitation l'obligera à assouplir certaines habitudes, tandis que Marianne reconnaît qu'elle devra accepter une part d'indépendance dans leur organisation. Cette négociation sincère renforce leur relation, transformant une hésitation initiale en engagement réfléchi. Pendant ce temps, Brice intensifie discrètement ses vérifications. Il remarque qu'un fichier du dossier piégé a été consulté depuis une adresse IP extérieure au réseau académique. Cette découverte confirme ses soupçons, l'intrusion ne s'est pas limitée à son domicile, elle s'est prolongée par une exploitation des données.
Son visage reste impassible, mais son esprit élabore déjà une contre-stratégie. Il décide alors d'approcher indirectement Martin, sous couvert d'une discussion professionnelle. Lorsqu'ils se croisent lors d'un événement public, Brice adopte une posture ouverte, évoque l'importance de la transparence et laisse entendre qu'il se sent injustement surveillé. Cette manœuvre vise à mesurer la réaction de Martin et à tester la solidité de ses certitudes. Martin, fidèle à son tempérament, ne révèle rien. Il répond avec neutralité, évite toute accusation explicite et maintient une distance stratégique. Cependant, cette rencontre confirme que Brice n'est pas dupe. Il joue désormais une partie active, cherchant à identifier l'origine des soupçons. Le soir venu, Raphaël confie à Martin son malaise grandissant. Elle craint que Brice ne finisse par établir un lien entre l'intrusion et elle, notamment en raison de leurs échanges récents. Martin la rassure autant que possible, mais il ne peut ignorer que le terrain devient glissant. L'erreur la plus minime pourrait offrir à Brice l'occasion de renverser la situation et de se poser en victime d'une intrusion illégale. À 7, la vie nocturne suit son cours, mais une tension invisible relie désormais plusieurs destins. D'un côté, une jeune fille découvre les promesses fragiles d'un premier amour. De l'autre, un couple mûr apprend à composer avec la perspective d'une vie commune. En parallèle, une confrontation psychologique s'intensifie entre un enquêteur déterminé et un homme qui refuse de se laisser acculer. Brice ne cherche pas à effacer ses traces dans la précipitation. Il préfère observer, accumuler des indices sur celui ou celle qui a osé pénétrer dans son intimité. Martin, quant à lui, comprend que le temps joue un rôle crucial. Plus l'enquête s'étire, plus Brice aura l'occasion de préparer sa défense. La nuit s'achève dans une apparente normalité, mais chacun ressent que l'équilibre est précaire. Une seule révélation pourrait faire basculer l'ensemble, transformant les soupçons en affrontements ouverts. Les jours suivants installent une tension plus sourde encore, comme si chacun avançait sur un terrain devenu instable sans oser en mesurer la profondeur. Martin sent que l'enquête entre dans une phase délicate, celle où l'adversaire n'est plus seulement un suspect potentiel, mais un joueur conscient d'être ciblé. Cette évolution change tout, car elle oblige les enquêteurs à anticiper les réactions de Brice autant qu'à analyser les faits. Au commissariat, Roxane poursuit ses recherches avec une prudence accrue. Elle évite désormais toute connexion directe susceptible d'alerter Brice et travaille à partir de copies sécurisées. En analysant plus finement les échanges entre Brice et Alicia, elle découvre une série de messages supprimés qui, une fois partiellement reconstitués, laissent apparaître une tension croissante entre eux dans les semaines précédant les événements récents. Ces fragments ne suffisent pas à établir une culpabilité, mais ils dessinent une relation marquée par des pressions subtiles, des demandes répétées et une insistance inhabituelle. Martin comprend que l'angle psychologique pourrait être déterminant. Plutôt que d'attendre une preuve matérielle irréfutable, il envisage de confronter Brice sur des points secondaires afin d'observer ses réactions. Il sait qu'un individu habitué au contrôle peut trahir une nervosité lorsqu'il est confronté à des éléments inattendus. Cependant, il mesure également le risque. Si Brice perçoit cette stratégie, il renforcera encore davantage ses protections. Raphaël vit ses développements avec une inquiétude croissante. Depuis son intrusion, elle ressent un malaise diffus chaque fois qu'elle croise Brice. Elle a l'impression que son regard s'attarde plus longtemps qu'auparavant, comme s'il cherchait à percer une faille invisible. Lors d'un échange apparemment anodin, Brice évoque l'idée que la confiance est un pilier fragile dans toute institution, une remarque générale qui, pour elle, prend la valeur d'un avertissement. Chez lui, Brice poursuit ses propres vérifications. Il a identifié un créneau horaire précis correspondant à l'accès non autorisé à ses fichiers et a commencé à comparer les déplacements connus de ses collègues durant cette période. Son raisonnement reste méthodique, presque clinique. Il n'agit pas sous l'effet de la colère, mais avec une froide détermination à comprendre qui a osé franchir la frontière. Cette absence d'émotion visible rend sa posture encore plus inquiétante. Pendant ce temps, Lizzie et Warren poursuivent leurs échanges après leur déjeuner réussi. La spontanéité s'installe progressivement, remplaçant la gêne initiale. Lizzie gagne en assurance, consciente que ses craintes étaient amplifiées par l'attente et le silence. Audrey observe cette évolution avec soulagement, heureuse de voir sa fille s'épanouir malgré les incertitudes. Jack, fidèle à son rôle protecteur, reste attentif sans intervenir, laissant Lizzie tracer son propre chemin. Au Spoon, Marianne et Sébastien officialisent leur décision de vivre ensemble. Ce choix, fruit d'une réflexion approfondie, marque une étape importante dans leur relation. Sébastien admet que cette cohabitation représente un saut dans l'inconnu, mais il reconnaît également que l'immobilisme serait plus dangereux encore pour leur couple. Marianne accueille cette décision avec une sérénité nouvelle,
convaincue que leur maturité leur permettra de surmonter les ajustements nécessaires. Au commissariat, Martin décide finalement de convoquer Brice pour un entretien informel. Il choisit un ton mesuré, évitant toute accusation directe. L'objectif n'est pas de l'inculper, mais de le déstabiliser subtilement. Lors de l'entretien, Martin évoque certains éléments généraux concernant Alicia, puis introduit une question sur un différend mentionné dans les fichiers reconstitués. Brice, sans se départir de son calme, fournit une explication cohérente, anticipant manifestement la possibilité d'une telle interrogation. Ce qui frappe Martin n'est pas tant la réponse que la manière dont elle est formulée. Brice semble préparé, comme s'il avait envisagé plusieurs scénarios possibles. Cette préparation confirme qu'il a compris qu'il est surveillé. La confrontation reste courtoise, mais une tension invisible s'installe, chacun évaluant les intentions de l'autre. À la sortie de cet entretien, Brice affiche une sérénité intacte. Pourtant, en regagnant son véhicule, il laisse échapper un bref soupir, signe que la pression commence à s'accumuler. Il comprend que l'intrusion chez lui n'était pas un acte isolé, mais le symptôme d'une enquête plus large. Cette prise de conscience l'incite à envisager une riposte plus stratégique. Raphaël, informée de la convocation, ressent une culpabilité latente. Elle sait que son initiative a accéléré la confrontation, même si elle a permis de récupérer des éléments précieux. Martin tente de la rassurer, soulignant que l'enquête aurait tôt ou tard atteint ce stade. Toutefois, il ne peut nier que la marge de manœuvre s'est réduite. La ville continue de vivre au rythme de ses habitudes, mais une ligne de fracture se dessine. D'un côté, des relations qui se consolident, qu'il s'agisse du jeune couple formé par Lizzie et Warren ou du projet commun de Marianne et Sébastien. De l'autre, une tension croissante entre un suspect méthodique et des enquêteurs qui cherchent à anticiper ses mouvements. La nuit venue, Brice examine une dernière fois les enregistrements de sécurité autour de sa villa. Il repère finalement un détail qui lui avait échappé, une silhouette furtive correspondant approximativement à la taille de Raphaël, captée par une caméra éloignée. L'image est floue, insuffisante pour une certitude, mais assez pour nourrir une hypothèse. Il referme l'écran sans laisser transparaître la moindre agitation. Si son intuition se confirme, il ne l'affrontera pas immédiatement. Il préfère attendre le moment opportun, celui où la révélation produira un impact maximal. La découverte de cette silhouette imprécise agit sur Brice comme une confirmation silencieuse plutôt qu'une surprise. Il ne dispose d'aucune preuve formelle, seulement d'un faisceau d'indices convergents, l'accès suspect à ses fichiers, le léger déplacement de ses clés, les questions ciblées de Martin, et désormais cette image floue qui correspond aux horaires de l'intrusion. Pour un esprit méthodique comme le sien, ces éléments ne constituent pas un hasard, mais un schéma en formation. Il ne se précipite pas. Au contraire, il adopte une posture plus ouverte encore dans les jours qui suivent. À la faculté, il multiplie les échanges cordiaux, s'implique dans des projets collectifs et affiche une transparence presque ostentatoire. Cette stratégie vise à brouiller les perceptions, à semer le doute dans l'esprit de ceux qui le surveillent. Plus il apparaît irréprochable, plus il rend fragile la position de ses détracteurs. Raphaël ressent cette évolution comme une pression constante. Elle a l'impression que chaque sourire de Brice contient une part d'ironie, chaque conversation une tentative d'évaluation. Elle s'efforce de conserver une attitude stable, mais l'idée qu'il puisse soupçonner son rôle dans l'intrusion la hante. Elle sait que s'il parvient à établir un lien clair, il pourrait retourner la situation en sa faveur, dénonçant une violation de domicile et une manipulation de données. Au commissariat, Martin analyse l'entretien récent avec Brice et partage son ressenti avec Karim. Il perçoit chez son interlocuteur une assurance qui dépasse la simple innocence proclamée. Brice ne nie pas avec indignation, il explique avec maîtrise. Cette nuance, pour Martin, constitue un signal d'alerte. Il comprend que la confrontation directe ne suffira pas et que l'affaire devra s'appuyer sur des éléments irréfutables. Roxane, de son côté, poursuit l'exploration des fragments récupérés. Elle parvient à reconstituer partiellement une séquence vidéo supprimée qui montre une altercation verbale entre Brice et Alicia. Le ton employé par Brice, bien que maîtrisé, révèle une tension plus marquée que ce qu'il a laissé entendre lors de ses auditions précédentes. Ce fragment, encore incomplet, pourrait devenir un levier stratégique s'il est confirmé par un témoignage concordant. Lizzie et Warren, quant à eux, avancent dans une dynamique plus légère. Leur complicité s'affirme progressivement, nourrie par des échanges sincères et une volonté commune d'éviter les malentendus. Lizzie gagne en confiance, consciente que l'attente et le doute faisaient partie d'un apprentissage nécessaire. Audrey observe cette évolution avec satisfaction, heureuse de voir sa fille s'ouvrir sans crainte. Marianne et Sébastien franchissent également une étape concrète en organisant leur installation commune.
Les cartons commencent à circuler, symbole d'un engagement réfléchi. Cette décision, loin d'être impulsive, marque la capacité du couple à transformer une hésitation initiale en projet structuré. Leur sérénité contraste avec l'instabilité croissante de l'enquête autour de Brice. Un soir, alors que la ville semble paisible, Martin reçoit une information supplémentaire. Alicia accepte finalement de préciser certains points de sa relation avec Brice. Lors d'un nouvel entretien, elle évoque des pressions répétées et un climat devenu oppressant. Ces déclarations restent prudentes, mais elles corroborent les fragments numériques récupérés par Roxane. Martin comprend que le puzzle commence à se former, même si certaines pièces manquent encore. Au même moment, Brice, dans son bureau, observe à nouveau l'image floue captée par la caméra. Il agrandit le cadre, ajuste le contraste, cherche à confirmer son intuition. Il n'obtient qu'une silhouette indistincte, mais son instinct lui souffle que Raphaël n'est pas étrangère à cette intrusion. Plutôt que de la confronter immédiatement, il choisit de préparer un terrain plus favorable, convaincu que la précipitation serait une erreur. Le lendemain, il engage avec Raphaël une conversation apparemment anodine sur les limites de l'investigation privée et les risques juridiques liés à la collecte illégale de preuves. Le ton reste neutre, mais la référence est suffisamment précise pour provoquer en elle une crispation intérieure. Elle maintient une réponse mesurée, consciente que la moindre faille pourrait confirmer ses soupçons. Martin, informé de cet échange, comprend que la confrontation approche d'un point critique. Il décide d'accélérer l'exploitation des éléments récupérés afin d'éviter que Brice ne prenne l'avantage narratif. L'objectif est clair, consolider suffisamment le dossier pour que toute tentative de retournement de situation échoue face à des preuves solides. La tension atteint son paroxysme lorsque Roxane confirme que les fichiers récemment consultés par Brice correspondent précisément au dossier piégé qu'il avait créé. Cette information démontre qu'il surveille activement les accès et qu'il cherche à identifier l'origine de la fuite. Martin réalise que la marge de discrétion est désormais quasi nulle. Dans la lumière déclinante d'une fin de journée, chacun mesure la fragilité de l'équilibre actuel. Lizzie savoure les prémices d'un amour naissant, Marianne et Sébastien construisent un nouveau chapitre commun, tandis que Raphaël et Martin avancent sur un terrain de plus en plus glissant. Brice, quant à lui, n'a pas encore révélé ses cartes, mais son regard indique qu'il ne se laissera pas acculer sans réagir. L'épisode se referme sur cette tension suspendue, des preuves en construction, des soupçons réciproques et une confrontation imminente dont l'issue demeure incertaine. La partie d'échec engagée entre Martin et Brice entre dans une phase décisive, où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles.